Le F-35 est l'épine dorsale de la stratégie aérienne des États-Unis. Mais chaque avion de chasse qui sort de la chaîne de production dépend d'un métal que les États-Unis ne peuvent plus produire. La seule superpuissance mondiale dépend à 100% des chaînes d'approvisionnement étrangères, dirigées par la Chine, un pays avec lequel nous sommes sur le point d'entrer en guerre. Cette découverte m'a mené à une installation dans l'Utah. Une installation qui pourrait restaurer la suprématie aérienne des États-Unis. Sauf qu'elle contribue à tuer un lac si toxique que son effondrement pourrait empoisonner toute une ville. Ce que j'ai découvert a révélé une vérité terrifiante sur l'avenir qui attend les États-Unis et que personne ne semble vouloir empêcher. Chaque F-35 coûte jusqu'à 100 millions de dollars et l'Amérique en a construit 191, soit le taux de production le plus élevé de l'histoire du programme. Le Pentagone prévoit de continuer à les faire voler jusqu'en 2088 pour un coût total approchant les 2000 milliards de dollars. Mais cette pièce d'armement essentielle ne peut pas exister sans le magnésium. Pas le genre bon marché et recyclé utilisé dans les canettes de soda ou les pièces automobiles. Les F-35 nécessitent du magnésium ultra pur extrait directement du minerai brut. Lorsqu'un avion de chasse vole plus vite que le son, transportant des milliards de dollars de technologie, l'échec n'est pas une option. Ce métal est enfoui au cœur des systèmes de l'avion, des unités de puissance auxiliaires, des entraînements de vitesse, des entraînements d'accessoires montés sur la cellule et des boîtes de vitesse moteur. Le magnésium est environ un tiers plus léger que l'aluminium, et dans la guerre de 5e génération, le poids est primordial. Le F-35 n'est pas le seul. Le F-22 l'utilise, tout comme l'Eurofighter Typhoon. Presque tous les chasseurs occidentaux avancés construits au cours des 30 dernières années dépendent d'alliages de magnésium spécialisés. Donc, quand ce métal se fait rare, cela devient un problème. La réponse se trouve sur la rive ouest du Grand Lac Salé, dans un endroit appelé Raleigh, Utah. Population ? Presque personne. Importance stratégique théoriquement énorme. Ici, vous trouverez un vaste complexe industriel. Des cheminées s'élèvent au-dessus des cellules électrolytiques, et des kilomètres de tuyaux, tous coincés entre le lac et les étendues de sel. Voici US Magnesium LLC. Et jusqu'en février 2026, c'était le seul producteur de magnésium primaire en Amérique du Nord. Pendant des décennies, le Pentagone a classé cette unique installation, détenue par Renco, comme une infrastructure stratégiquement importante. La raison était simple. Si Raleigh s'arrêtait, l'Amérique perdrait sa seule source nationale de ce métal. Ce métal est utilisé dans les structures moulées du F-35, les missiles de croisière, les carters aérospatiaux, les boîtes de vitesse d'hélicoptères et divers composants militaires légers, où chaque livre influence consommation, maniabilité et charge utile. C'était un élément essentiel du secteur de la défense américain, et il s'est arrêté. En septembre 2021, l'usine a subi une panne d'équipement catastrophique. La production primaire de magnésium s'est arrêtée ce mois-là et n'a jamais repris. La chaîne d'assemblage de Lockheed Martin à Fort Worth a continué de produire des F-35. Le Pentagone a continué de signer des contrats, tandis que l'usine restait inactive et froide. Aujourd'hui, la Chine contrôle environ 90% de la production mondiale de magnésium primaire. C'est le côté caché du programme F-35. La liste officielle des fournisseurs de Lockheed Martin compte 1900 entreprises. Les moteurs, les ordinateurs, les commandes de vol, les systèmes de ciblage, l'électronique du cockpit, des industries entières sont impliquées pour maintenir l'avion en service. L'ensemble du système s'étend sur plusieurs continents, usines et des décennies d'ingénierie. La chaîne d'approvisionnement semble infaillible, mais tout repose sur une seule hypothèse. Lorsque la fonderie démarre, le magnésium de qualité aérospatiale sera là. Sans cela, la chaîne se brise instantanément. Les contrats ne valent plus rien. Le Pentagone n'est pas totalement aveugle à cela. Des évaluations internes ont signalé le magnésium primaire comme un sujet de préoccupation dès 2021 et à nouveau en 2023. Ces rapports ont regroupé le magnésium avec les terres rares, le gallium et le germanium. Leur approvisionnement pourrait être interrompu en cas de conflit sérieux. La Chine a déjà montré exactement comment cela fonctionne. Également. Au cours des dernières années, Pékin a commencé à restreindre les exportations de matériaux dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Gallium, germanium, antimoine, graphite. Ces minéraux obscurs sont présents dans les missiles. Systèmes radar, puces, batteries et l'électronique militaire. Ensuite, les restrictions se sont renforcées, surtout contre les États-Unis. Le magnésium n'a pas encore été visé, mais il n'en a presque pas besoin. La Chine contrôle tellement l'approvisionnement mondial que de légers changements de politique suffisent à faire monter les prix ou diminuer la disponibilité. Cela s'est déjà produit à plusieurs reprises, même pas comme une arme délibérée,
mais simplement comme un effet secondaire des restrictions énergétiques et de la politique industrielle chinoise, ce qui soulève une question gênante. Si des perturbations accidentelles secouent déjà la chaîne d'approvisionnement, que se passera-t-il si Pékin décide un jour de le faire intentionnellement ? En 2024, la production primaire de magnésium à l'usine de Rowley était nulle. Cette même année, US Magnesium a pompé plus de 52 000 acres-pieds d'eau du système du Grand Lac Salé. C'est assez d'eau pour approvisionner environ 100 000 foyers de l'Utah pendant un an. Toute cette eau a été prélevée dans un lac qui atteignait des niveaux historiquement bas. L'entreprise n'avait plus à produire du magnésium pour garder le contrôle de l'eau. Dans l'Ouest, la loi sur l'eau suit un vieux principe. Le premier à la revendiquer conserve ses droits. Le système a été créé pour récompenser l'utilisation productive. Au lieu de cela, l'un des plus grands utilisateurs industriels d'eau du bassin a continué de contrôler d'énormes allocations, alors que ses principales activités stratégiques restaient à l'arrêt. L'eau circulait à travers des opérations de maintenance qui n'avaient rien à voir avec la relance de la production nationale de magnésium. Les bassins de saumure continuaient de passer par les étapes d'évaporation. Le traitement du sel brut se poursuivait. L'entreprise produisait toujours des produits anti-poussière et du chlorure de magnésium pour le déglaçage des routes. Mais aucun de ces travaux ne justifiait l'ampleur des prélèvements. En coulisses, la stratégie de Renco semblait être tout autre chose. Les dossiers industriels révèlent un passage à l'extraction du lithium à partir des saumures utilisées pour les cellules de magnésium. En 2024, les prix du lithium s'étaient effondrés sur les marchés mondiaux, et cette nouvelle orientation a également été suspendue. Pendant ce temps, les dettes continuaient de s'accumuler. Le site était déjà l'un des pires désastres environnementaux du pays. Pendant des années, les régulateurs ont accusé l'entreprise de violations répétées de la réglementation sur la pollution. Des produits chimiques toxiques ont contaminé des milliers d'acres autour de l'usine, nécessitant un nettoyage colossal qui pourrait durer des décennies. En 2009, le gouvernement fédéral a officiellement classé la zone comme un site majeur de déchets dangereux. Le 10 septembre 2025, US Magnesium LLC a déposé le bilan sous le chapitre 11 devant le tribunal fédéral du Delaware. Sa déclaration faisait état de dettes comprises entre 100 et 500 millions de dollars. Une usine autrefois présentée comme une infrastructure essentielle pour l'indépendance minérale américaine était, sur le papier, en train de s'effondrer financièrement. La majorité des Américains ne connaissent pas Ira Reinert. Mais pendant des années, un milliardaire industriel, assis dans un bureau à Manhattan, contrôlait une grande partie de l'eau qui s'écoulait vers le Grand Lac Salé. Et partout où Renco opérait, la controverse semblait le suivre. Des combats contre la pollution, des procès, des litiges environnementaux et des pressions financières, des batailles durant des années sans que le public y prête attention. En 2023, le département de la qualité de l'environnement de l'Utah a infligé à l'entreprise une amende de 430 000 $. Cela couvrait plus d'une décennie de violations. Les régulateurs de l'État négociaient avec US Magnesium au sujet des coûts de remédiation depuis des années. Le dépôt de bilan a rendu ces négociations sans objet. Une fois le chapitre 11 engagé, les obligations de nettoyage sont passées à l'arrière de la file des créanciers. Les droits sur l'eau, en revanche, sont soudainement devenus l'actif le plus précieux de la masse de la faillite. Des avocats de créanciers ont affirmé dans des documents judiciaires que les droits miniers et sur l'eau avaient peu de valeur réelle, ce que l'Utah contestait clairement. Le 15 août 2025, la division des forêts, des incendies et des terres de l'État a émis un mise en demeure de cesser exigeant que l'entreprise cesse de pomper de l'eau du lac. Le dépôt de bilan a figé le conflit. À partir de ce moment-là, l'avenir du lac, de l'usine et de l'eau s'est retrouvé devant le même tribunal. Renco ne gardait pas Rowley pour fabriquer du magnésium. Il gardait Rowley pour conserver l'eau. Quand le lac rétrécit, Salt Lake City perd sa neige. Pas immédiatement, pas d'un seul coup, mais le mécanisme est direct et documenté. C'est le moteur climatique de toute la région. En hiver, les tempêtes arrivent du Pacifique et passent au-dessus du lac avant d'atteindre les montagnes autour de Salt Lake City. Lorsque cet air froid traverse l'eau plus chaude, il capte de l'humidité supplémentaire puis la déverse sous forme de neige sur la chaîne de Wasatch. Cette neige devient la réserve d'eau de la région. Elle remplit les réservoirs, alimente les fermes, approvisionne les villes et permet au nord de l'Utah de survivre pendant l'été. Et si le lac continue de rétrécir, ce système commence à s'effondrer. Moins de lacs signifie moins de neige signifie moins d'eau. Et dans l'Ouest américain, dès que l'eau commence à disparaître, tout devient un combat. Début 2023, l'Utah a connu son plus important manteau neigeux de mémoire d'homme.
Tout le monde s'attendait à ce que toute cette eau de fonte déferle dans les rivières locales, puis se jette dans le grand lac salé. Le lac était censé sortir immédiatement de la zone critique, mais cela ne s'est pas produit. Le bras sud du lac était monté de quelques pieds entre la fin de 2022 et la fin de l'année hydrologique. 2023, 2024. Cela peut sembler être un progrès, mais c'était loin d'être suffisant. Alors, où est réellement allée la neige ? Dans le sol. 20 ans de sécheresse avaient rendu le bassin versant poreux. À la fonte des neiges, le sol a tout absorbé avant que l'eau n'atteigne le lit du cours d'eau. Les chercheurs parlent de déficit d'humidité du sol. C'est une façon polie de dire que la terre était si assoiffée qu'elle a privé le lac de son eau vitale. C'est comme verser un seau d'eau sur de l'argile craquelée et brûlée par le soleil. La majeure partie a simplement disparu. Les hydrologues ont averti que cette explication n'avait de sens qu'en tant qu'effet temporaire. Au printemps 2025, le profil du sol dans le nord de l'Utah était enfin saturé. Les hydrologues s'attendaient à ce que le prochain cycle de ruissellement atteigne enfin le lac. Au lieu de cela, le niveau du lac a continué de baisser. Avant de poursuivre notre voyage du jour sur la carte, je voudrais remercier le sponsor du jour, Mintos, une plateforme d'investissement où vous pouvez commencer à investir avec seulement 50 €. Avant d'aller plus loin, clarifions 2 idées reçues sur l'investissement. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. L'indice américain S&P 500 subit de fortes baisses chaque année, et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant, et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses et émotionnelles. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont complexes et non destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagner un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et diversifier votre risque. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel, moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Commencez à investir avec seulement 50 € et optez pour une gestion entièrement automatisée, ou prenez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Commencez à investir dès aujourd'hui avec Mintos et faites fructifier votre argent. En mars 2026, le manteau neigeux de l'Utah. Été le plus bas jamais enregistré. Le bassin lui-même raconte le reste de l'histoire. Le grand lac salé ne reçoit que l'eau que personne d'autre ne prend en premier. Le lac se trouve tout au bout du système. Chaque ville, ferme, réservoir et pipeline en amont a un accès prioritaire. Quand les rivières arrivent enfin au lac, il ne reste que ce que personne d'autre ne voulait. Et pendant les années sèches, il ne reste presque plus rien du tout. L'agriculture est presque toujours pointée du doigt dans les reportages sur le lac. Les champs de luzerne, les producteurs de foin et les exploitations bovines sont les plus grands consommateurs d'eau en amont. Cette partie est vraie, mais cela omet beaucoup de choses. Blâmer les agriculteurs du comté de Cache pour l'effondrement d'un lac à 130 km en aval, c'est exagéré. Le manteau neigeux aurait dû donner une seconde chance au lac. Alors, qui prend les apports qui devraient le sauver ? Et comment tout cela peut-il être légal ? Alors que le Pentagone s'inquiétait que Pékin coupe les exportations de magnésium, la véritable menace pour l'approvisionnement des États-Unis en magnésium primaire se jouait dans un tribunal de l'Utah. Les droits sur l'eau, d'un milliardaire et un dépôt de bilan. On prévoit que l'Utah accueillera environ 2 millions d'habitants supplémentaires entre 2020 et 2060. La région du Wasatch Front absorbera plus de 70% de cette croissance. Le comté d'Utah à lui seul devrait presque doubler sa population. De nouvelles banlieues, de nouveaux lotissements planifiés, et même de toutes nouvelles villes planifiées sont déjà à l'étude. Ils ont tous besoin de la même chose. Ils ont besoin d'une allocation d'eau garantie, sécurisée dès aujourd'hui pour une utilisation dans plusieurs décennies. Un mécanisme qui permet aux promoteurs de faire cela est la loi sur la banque d'eau de l'Utah. Elle a été promulguée en 2020 sous le nom de projet de loi du Sénat 26. Sur le papier, la loi semble tout à fait raisonnable. C'est un programme pilote de 10 ans qui crée une banque d'eau officielle. Les détenteurs de droits sur l'eau peuvent déposer l'eau non utilisée plutôt que de la perdre. Ces droits sont protégés contre la déchéance, et l'eau n'a pas à être envoyée en aval jusqu'au lac.
La banque les protège. Les partisans affirment que la loi vise à offrir de la flexibilité en cas de sécheresse et à éviter que les titulaires de droits gaspillent l'eau pour conserver leurs droits. Dans les villes agricoles, au nord de Salt Lake City, les droits sur l'eau, autrefois agricoles, servent de plus en plus à des projets immobiliers futurs. Les fermes sont encore là pour l'instant, mais tout le monde sait que les banlieues vont arriver. Dans le bassin du Utah, la première banque de l'eau de l'Utah a été lancée, servant de plateforme de petites annonces pour les droits sur l'eau, qui peuvent être mises en ligne et louées comme sur un site de petites annonces. Ailleurs, on construit déjà des infrastructures pour acheminer l'eau vers des stations touristiques en expansion et la construction de résidences secondaires. Entre 2021 et 2025, l'État a renvoyé un peu moins de 400 000 acres-pieds d'eau dans le Grand Lac Salé. C'est à peu près assez d'eau pour approvisionner Los Angeles pendant une année entière. Cela semble être un chiffre important sur le papier, mais il était réparti sur plusieurs années, dans un bassin nécessitant habituellement des débits entrants bien plus élevés pour rester stable. C'est une correction relativement faible dans un système qui continue de perdre de l'eau bien plus vite qu'elle n'est remplacée. Les producteurs de foin sont une cible facile. Personne ne demande pourquoi les communautés planifiées détiennent des droits sur l'eau pour des populations qui n'existent pas encore. L'eau est réservée des années avant la construction. Les futurs lotissements sont autorisés en même temps que la planification de l'allocation à long terme. Le lac est en train de mourir de faim pendant que les promoteurs et les municipalités sécurisent les apports d'eau pour des villes qui n'ont pas encore été construites. Dans quel environnement ces nouveaux habitants vont-ils vraiment s'installer à leur arrivée ? À mesure que le lac rétrécit, il ne disparaît pas pour autant. Cela expose un large lit de lac asséché, et cette surface n'est pas stable. C'est un sédiment fin et poudreux accumulé pendant des décennies. Lorsque des vents forts soufflent dessus, ils soulèvent cette poussière directement du sol et la transportent vers la chaîne de Wasatch, y compris Salt Lake City. Mais ce n'est pas de la poussière ordinaire. Le problème n'est pas seulement que cette poussière est désagréable, mais que le corps la perçoit comme un irritant à combattre. Lorsque de fines particules du lit asséché du lac sont inhalées, elles ne restent pas dans les poumons. Elles peuvent activer le même système d'alarme interne que celui utilisé par le corps contre la fumée, les produits chimiques ou les vapeurs toxiques. Ce système d'alarme provoque des réactions immédiates comme brûlures aux yeux, toux et oppression thoracique. En environnement contrôlé, les chercheurs observent aussi la suite. Le système immunitaire réagit vite, l'inflammation apparaît dans la muqueuse respiratoire et les poumons se mettent en mode défense face à un élément difficile à éliminer. Cette poussière est bien plus cytotoxique pour les cellules pulmonaires humaines que les cendres volantes de charbon, lesquelles ont déjà entraîné des décennies de réglementation autour des centrales électriques. Lors des journées de forte poussière, certains chercheurs comparent la réaction d'irritation à une exposition à des composés aériens hautement réactifs, plutôt qu'à une pollution particulière ordinaire. Ce n'est pas la même chose qu'inhaler le smog urbain habituel. Des études ont révélé la présence de métaux traces comme l'arsenic, l'uranium et le lithium piégés dans les sédiments. Lorsque cette poussière est soulevée par le vent, elle ne reste pas toujours à l'extérieur non plus. Elle retombe dans toute la vallée, sur les voitures, sur le sol, et même dans les potagers des particuliers. Les chercheurs ont découvert que certains métaux persistent dans les légumes à feuilles, même après lavage, car ils sont absorbés par la plante et non seulement présents en surface. Quand les scientifiques modélisent l'impact sur les enfants des zones les plus exposées, l'inquiétude ne concerne pas un unique pic de risque. Cela devient une exposition répétée au fil du temps qui, dans certains scénarios, dépasse les limites de sécurité acceptées. À long terme, cela signifie un risque accru d'asthme et de maladies cardiovasculaires. Les chercheurs craignent aussi des liens possibles avec des troubles du développement et des maladies chroniques, si l'exposition dure des décennies. L'injustice géographique dans tout cela est difficile à ignorer. Les sédiments du lit du lac ont accumulé ces métaux pendant plus d'un siècle. Les sources incluent le ruissellement minier de l'exploitation de cuivre de Bingham Canyon, les émissions régionales des fonderies, la dérive des pesticides agricoles et les dépôts atmosphériques des centrales à charbon. À mesure que le lac se retire, il dévoile lentement une archive chimique de l'Ouest industriel. Ces produits chimiques vont directement vers les personnes qui vivent sous le vent. Les quartiers aisés situés sur les hauteurs de l'East Bench en reçoivent un peu moins, principalement en raison de l'altitude et des vents dominants. Le côté ouest de la vallée est directement sur la trajectoire de la poussière. Cela inclut les quartiers historiquement ouvriers et les écoles qui desservent le corridor industriel le long de l'Epr 15. Les zones d'entrepôt plus éloignées en reçoivent aussi.
Le précédent le plus proche de ce qui se passe ici se trouve à quelques centaines de miles au sud-ouest. Los Angeles a asséché tout un lac salin au début du XXe siècle pour alimenter son aqueduc. C'était le lac Owens. Le lit de ce lac est ensuite devenu la principale source de pollution de l'air par les particules PM10 aux États-Unis. La lutte contre la poussière là-bas a coûté plus de 2,5 milliards de dollars au département de l'eau et de l'énergie de Los Angeles. C'est ce précédent que l'Utah regarde en face. Et de nombreux scientifiques environnementaux font de plus en plus référence au lac Owens, comme l'exemple moderne le plus proche de ce à quoi pourrait ressembler une exposition prolongée autour du Grand Lac Salé. La population dans la zone touchée par la poussière est également plusieurs fois plus importante. Une ville de 1,2 million d'habitants dans la région métropolitaine de Salt Lake est en danger si la situation continue ainsi. Les experts en santé publique préviennent qu'une exposition croissante à la poussière pourrait davantage affecter la vie quotidienne lors de forts vents. Les hôpitaux le savent, tout comme les pédiatres, les districts scolaires et les législateurs de l'Utah. La poussière ne tiendra pas compte des limites de propriété ou des frontières scolaires. Le vent met tout le monde à la même enseigne. Lors des journées les plus critiques, l'ensemble de la Wasatch Front peut subir le même épisode régional de pollution de l'air simultanément. Si respirer l'air urbain devient un problème médical et que les toxines pénètrent la chaîne alimentaire jusque dans des maisons apparemment sûres, l'ampleur du problème dépasse l'Utah et devient mondiale. Il existe une créature qui vit dans le Grand Lac Salé appelée Artemia franciscana, ou l'artémie, qui est la seule première nourriture viable pour presque toutes les espèces de poissons et de crevettes élevées commercialement sur Terre. Ce lac, c'est le Grand Lac Salé. Le kyste lui-même est presque indestructible. Congelez-le, expédiez-le dans un sac en papier à travers les continents, placez-le dans une eau salée adaptée, et il donne naissance à des nauplies qui alimentent l'aquaculture mondiale. Ces nauplius sont l'aliment de démarrage idéal pour presque toutes les espèces de poissons et de crevettes élevées commercialement sur Terre. Le Grand Lac Salé produit une grande partie de l'approvisionnement mondial. Dans une année normale, il fournit entre 40 et 45% des kystes d'Artemia du monde. Environ 18 entreprises de récolte opèrent sur le lac sous une gestion étatique basée sur la science. Les opérations se déroulent de façon saisonnière et ont lieu principalement en hiver. De petites équipes sur des bateaux à fond plat écument les nappes de kystes couleur rouille qui dérivent à la surface de l'eau. Les kystes d'Artémie de ce seul lac de l'Utah soutiennent environ 10 millions de tonnes métriques de production de produits de la mer d'élevage par an. Les espèces comprennent les crevettes, les gambas, le bar et le mérou. Sur les marchés du Vietnam à l'équateur en passant par le Sénégal, l'aquaculture fournit désormais environ la moitié de tous les produits de la mer consommés par les êtres humains. Elle représente une part bien plus importante dans les pays où les pêcheries sauvages se sont déjà effondrées. La salinité du lac est ce qui rend possible l'existence même des artémias. Si l'eau est trop douce, la population d'artémias s'effondre. Si l'eau devient trop salée, la population s'effondre également, car l'eau hypersalée tue les algues dont se nourrissent les crevettes. Une crise a éclaté en 2022 lorsque le lac a atteint son niveau d'eau le plus bas jamais enregistré. Cela a failli anéantir complètement la population. L'industrie s'est maintenant réduite, et c'est la seule façon pour elle de survivre alors que le lac décline. Des chercheurs en Iran, au Vietnam, en Thaïlande et en Ouzbékistan s'efforcent désormais d'accroître la production d'artémias en bassin. Leur objectif est de compenser le risque. Aucun de ces programmes n'est encore assez important pour remplacer ce que fournit le Grand Lac Salé. Si le niveau du lac continue de baisser et que la salinité continue d'augmenter, la population d'Artemia subira le même sort que le fond asséché du lac. Un choc d'approvisionnement impacte directement les écloseries mondiales. Les marchés des produits de la mer, à bas prix, subiraient d'abord la pression via la hausse des prix et l'instabilité de l'approvisionnement. Les populations d'oiseaux migrateurs qui utilisent le lac augmentent encore les enjeux. Environ 10 millions d'oiseaux traversent le Grand Lac Salé chaque année. Ils représentent plus de 250 espèces voyageant sur les voies migratoires du Pacifique et du Centre, et ils mangent tous l'artémia. Privés de crevettes, les oiseaux partent loin chercher de la nourriture, parfois à des centaines de kilomètres de leur route. Les écosystèmes liés par les routes migratoires ne s'arrêtent pas aux frontières politiques. L'effondrement d'un lac dans l'Utah a des répercussions sur les conditions des zones humides du sud du Mexique jusqu'à l'Arctique canadien. La réponse officielle de l'État est que tout va bien. Le lac est en train de revenir. Au cours des récents cycles budgétaires, l'État a consacré plus d'1 milliard de dollars aux dépenses liées à l'eau. Tous ces financements sont destinés à sauver le Grand Lac Salé. Brian Steed, le commissaire de l'État pour le Grand Lac Salé, souligne quelques réussites.
Ils ont stabilisé la salinité dans le bras sud, grâce à une gestion adaptative des digues. Ils ont étendu le réseau d'observation et signé une nouvelle charte du bassin du lac en septembre 2025. Sur le papier, cela semble être de vrais progrès. Sur le papier, la réalité raconte une autre histoire. Une part importante de ce que l'on appelle les dépenses pour la récupération du lac est, en pratique, une optimisation des infrastructures hydrauliques. Cette liste comprend de nouvelles canalisations, des stations de traitement, du stockage, des améliorations d'efficacité et des systèmes de transport. Chaque projet est présenté comme de la conservation. Dans un sens étroit et technique, chaque goutte économisée grâce à une meilleure distribution pourrait aller au lac. Les critiques affirment que l'enjeu principal est la destination de l'eau économisée si la demande augmente ailleurs. Les infrastructures sont en amont du lac. La croissance se trouve en aval des infrastructures. La question reste de savoir quelle part de l'eau économisée atteint réellement et durablement le lac, plutôt que d'être absorbée par la croissance future. L'Utah a dépensé des milliards pour tenter de stabiliser le grand lac salé. Et oui, une certaine quantité d'eau a été restituée. Quelques centaines de milliers d'acre-pieds sur plusieurs années. Mais le seuil d'équilibre du lac est loin d'être atteint. Il lui faut autant d'eau chaque année simplement pour arrêter de rétrécir. Donc, même les efforts les plus agressifs ne comblent pas l'écart. Ils ne font que ralentir le déclin. Et c'est là que les choses deviennent politiquement commodes. L'État peut montrer qu'une véritable quantité d'eau retourne dans le lac. Les promoteurs et communautés en expansion peuvent accéder à l'eau pour de nouveaux logements. Chacun obtient une version du succès qui fait bien dans un titre. Mais le lac ne répond qu'à une seule chose, la quantité totale d'eau qui entre par rapport à celle qui sort. Ce schéma se répète à la plus petite échelle. Une nouvelle conduite dans le nord du comté d'Utah est décrite comme efficace. Elle réduit le gaspillage, améliore la distribution, et semble être une victoire environnementale évidente. L'eau économisée est redirigée vers les banlieues en croissance au sud. La modernisation de la station de traitement est présentée de façon similaire. Plus de capacité, une infrastructure améliorée et une utilisation plus intelligente des ressources. Cette capacité supplémentaire est utilisée. Elle est simplement convertie en autorisation pour plus de logements. Donc, sur le papier, tout semble correct. Chaque projet améliore l'efficacité. Chaque rapport montre la conformité. Chaque annonce signale des progrès. Mais quand on prend du recul, le niveau du lac continue de baisser parce que le système est conçu pour que chaque décision individuelle semble être une victoire, même si le résultat global va dans la direction opposée. Chaque sauvetage officiel aggrave le problème de fond. La crise est désormais une réalité politique, pas seulement une prévision. Alors, quand le choix ne peut plus être repoussé, que fait réellement l'État? Et quel joueur sur l'échiquier finit par être sacrifié? Fin janvier 2026, dans un tribunal des faillites du Delaware, les États-Unis ont renoncé à leur indépendance en matière de magnésium primaire. Ou, au minimum, ils ont fortement réduit la capacité nationale restante de production primaire de magnésium. Cet accord s'est conclu de manière presque inaperçue. L'Utah a soumis une offre de 30 millions de dollars pour les actifs en faillite de l'usine Ralston. L'agence chargée de l'enchère était la division des forêts, des incendies et des terres de l'État de l'Utah. Il s'agit d'une agence d'État, et non d'un acheteur privé, d'une entreprise de défense ou d'un producteur de magnésium. L'Utah a d'abord été surenchéri par l'IMAG Holdings, une société directement liée au groupe Renco. L'IMAG avait clairement l'intention de garder les droits sur l'eau, dans l'orbite de Renco. La plupart des observateurs s'attendaient à une certaine poursuite des opérations minières si cette offre l'emportait. L'Utah s'est affronté avec l'IMAG lors de plusieurs tours d'enchères, mais finalement l'IMAG a refusé d'égaler l'offre. Un juge fédéral des faillites a approuvé l'accord d'achat le 5 février 2026. L'Utah a pris possession de toute l'infrastructure de l'usine, des terrains environnants et des concessions minières. Mais la partie la plus importante, c'était les droits sur l'eau. Ce dernier élément était le véritable enjeu. Le gouverneur Spencer Cox a qualifié cela d'investissement de bon sens pour l'avenir de l'Utah. L'État n'a pas acheté US Magnesium pour la réparer. L'État a acheté US Magnesium pour la fermer. Les opérations de magnésium primaire à Ralston seront définitivement arrêtées. Le site sera nettoyé. Ce nettoyage fait suite à une génération de contamination au chlore, à la dioxine et au PCB contre laquelle Renco avait lutté pendant des décennies devant les tribunaux. Ces droits sur l'eau seront réaffectés au Grand Lac Salé. Cette eau aidera à augmenter le niveau du lac. Elle réduira les émissions de poussière. Elle protégera les artémies. Et cela ralentira l'horloge toxique qui tourne sous Salt Lake City. Comme l'a dit un législateur de l'Utah,
Cet accord représentait un engagement de 30 millions de dollars envers le lac. L'implication plus large est difficile à ignorer. L'Utah vient de dépenser des dizaines de millions de dollars pour mettre officiellement fin à la production nord-américaine de magnésium primaire. Les régulateurs fédéraux et les autorités des faillites ont laissé le transfert se faire sans intervenir. La Chine fournit désormais le métal utilisé dans les pièces moulées des F-35, les corps des missiles Tomahawk et les moteurs fusées à propergol solide. Ce métal est aussi employé dans les pièces moulées automobiles et de nombreuses applications en défense et aérospatiale. Il n'existe aucune alternative américaine réaliste capable d'égaler cette échelle. La capacité nationale restante a effectivement disparu à la suite d'une faillite et d'une transaction sur les droits d'eau, plutôt qu'à cause d'un conflit militaire ou d'une politique commerciale formelle. Le prix à payer était la possibilité de garder une ville respirable et un lac en vie. L'agence de logistique de la défense a maintenant deux options peu attrayantes. La première mesure est de constituer un stock adéquat de magnésium primaire, importé pour anticiper toute future restriction d'exportation chinoise. C'est la même logique que la réserve stratégique de pétrole pour se protéger des chocs pétroliers. La deuxième consiste à trouver un fournisseur secondaire fiable dans un délai qui, en réalité, n'existe pas. Aucune nation alliée ne possède une exploitation majeure de magnésium à l'échelle que Raleigh fournissait autrefois. Obtenir les autorisations, construire et qualifier une usine principale de magnésium pour les alliages aérospatiaux prend près de 10 ans. La chaîne de production du F-35 continue de fonctionner d'ici là grâce au métal chinois. L'eau qui est maintenant renvoyée dans le Grand Lac Salé représente environ 20% de ce qui est nécessaire pour ralentir son déclin. Ce n'est pas suffisant pour le réparer, mais assez pour faire une différence. En même temps, le nettoyage environnemental lié à l'ancien site industriel n'allait jamais être bon marché. Les estimations dépassent les 100 millions de dollars une fois la réhabilitation à long terme incluse. De toute façon, cette facture allait devoir être payée. La seule question était de savoir qui en serait responsable. En achetant le site, l'État a évité un long combat juridique et a placé un terrain crucial sous contrôle public. Il a aussi répondu à des années d'inquiétude sur les tempêtes de poussière et la pollution, devenues impossibles à ignorer. Et politiquement, cela a fonctionné. La mesure a été soutenue dans le comté de Salt Lake, où les impacts sont les plus visibles, ainsi que dans les régions rurales de l'État, où la méfiance envers les batailles juridiques et la surveillance fédérale est ancrée. Donc, sur chacun de ces plans, coût, politique, contrôle, la décision a du sens. Mais le lac, lui, ne se soucie d'aucune de ces catégories. La situation ressemble de plus en plus à un exercice d'équilibre à somme nulle entre la restauration de l'environnement, la capacité industrielle et les chaînes d'approvisionnement stratégiques. Le Grand Lac Salé a pris en otage la chaîne d'approvisionnement militaire du pays. En même temps, il se trouvait au centre des préoccupations de santé publique, de l'économie régionale et de certaines parties du système alimentaire mondial. La solution de l'Utah a effectivement échangé une vulnérabilité stratégique contre une autre. Plus d'eau pour le lac, en échange d'une plus grande dépendance à l'approvisionnement étranger en magnésium. La situation intérieure est de nouveau sur la voie de la reprise, même si cela se fait lentement. Cette reprise ne fonctionne que si une centaine d'autres décisions similaires vont dans le même sens. Le F-35 continue de voler, tant que Pékin ne change pas de cap. Si le magnésium primaire fait l'objet de restrictions à l'exportation pour des raisons stratégiques, ce calcul change du jour au lendemain. Les responsables de l'État, les défenseurs de l'environnement et les analystes de la défense opèrent désormais dans un ensemble de compromis de plus en plus restreints. La décennie à venir sera peut-être moins marquée par des victoires éclatantes que par des compromis difficiles, et par l'espoir que la prochaine demande de rançon n'arrive pas avant que le lac ait eu le temps de guérir. Pendant des décennies, le Grand Lac Salé ressemblait à un simple élément régional sur une carte. Ce que l'Utah découvre maintenant, c'est que le lac était lié à bien plus de systèmes environnementaux, industriels et géopolitiques que presque personne ne l'avait imaginé. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour en voir d'autres, abonnez-vous et activez les notifications, cela compte beaucoup. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MatPack.